Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la radio 100% rouge et blanche. Et ce soir, on se retrouve pour votre émission d'avant-match, La Causerie, qui donc compte pour la 8e journée de Ligue 1 et la confrontation entre Lille et Monaco. Pour ce match, pour cette causerie plutôt, je suis accompagné de Boris, l'indéboulonnable. Salut Adrien, bah ouais, je commence à enchaîner pas mal. Content de te retrouver, en tout cas, ça faisait un petit moment. Bah, qu'on s'est pas retrouvé sur une émission, effectivement, ouais, ça faisait longtemps. T'en fais pas, j'ai pu suivre tes performances Bon, à c'est distance. gentil. On va tout de suite se reconcentrer donc sur le match. Donc le sommaire, vous commencez à y être un petit peu habitué. On va tout d'abord parler un petit peu historique entre ces deux clubs. Ensuite, on va évoquer les formes et enjeux. Puis on va y venir tout doucement sur le groupe convoqué par Jardim. Enfin, on va se mouiller sur le 11 qui risque d'être aligné. Et puis on vous mettra bien évidemment la partie interview. On est allé chercher une petite pointure pour vous, Christophe Kuchli. D'ailleurs, Boris, tu faisais partie de cette interview. Il y avait Damien et toi d'ailleurs. Ouais, on voulait tous les deux la faire. D'habitude, on est sur les interviews et on fait des interviews assez courtes, mais là, on n'a pas pu se retenir. On a fait une interview à deux, on a fait à peu près 35 minutes, donc voilà, un petit bonbon Un petit plan pour à vous. trois, on appelle ça. Voilà. Alors, On dira pas quel rôle a joué Damien dans l'interview. non, on se doute bien. Bon allez, on va reprendre donc sur l'historique des deux clubs. Tout simplement vous informer que les terres du Nord ne sont pas très accueillantes pour l'ASM, puisqu'après 46 rencontres disputées en Ligue 1, les Monégasques en ont remporté 11, seulement 11, alors qu'ils ont été battus à 15 reprises. C'est surtout le partage des points qui prédomine lors de ces confrontations, puisqu'on en compte pas moins de 20. À noter quand même que le dernier match nul date de la saison 2006-2007, un partout. Bon souvenir, la saison dernière, Boris, ce match, je vais rappeler le score, il y a eu 4 buts à 1, mais on menait 4-0 à la faute à De Sanctis. Ouais, De Sanctis avait fait un petit cadeau pour alléger l'écart pour les Lillois. C'est un bon souvenir de mémoire. Il me semble que c'était notre première ou une des premières grosses performances de l'an dernier qui avait été vraiment Ouais, c'était en significative. septembre, début septembre. Ouais, c'était vraiment en début de saison et une victoire vraiment. On avait vraiment imprimé une marque ce soir-là. Il s'avère que on allait rééditer ce genre de performance assez régulièrement dans la saison, mais on n'y était pas forcément encore habitué. Donc elle avait vraiment, je pense, lancé une série et un très bon souvenir qui venait contrebalancer le très très mauvais de la saison d'avant, puisque cette fois c'est nous Ouais, qui avions pris 4-1 à l'époque et on a inversé le score, effectivement. Ouais. un des très très mauvais matchs de cette saison-là, un des très très mauvais souvenirs. Ouais, ouais, c'est vrai. Qui voyait Lyon revenir et chez Gilet qui prenait un rouge. Et par contre, le premier but en pro de Fares Balouli, c'est quand même à noter. C'était Ah, lors de ce match. j'avais oublié. Ouais, il vient marquer dans les arrêts de jeu. C'est vrai, la saison dernière, tu as rappelé de ces buts, une des premières tollées vraiment qu'on met à l'extérieur, avec notamment, je me souviens, un petit coup franc de Sidibé et cette volée de Fabinho qui était splendide Sous après la barre. une remise de la tête de Germain. Sinon, oui, c'est vrai que faut remonter aussi 2014-2015 avec le but de Berbatov, la victoire 1-0. Mais sinon, c'est vrai que ça nous a pas vraiment réussi le nouveau stade, enfin que ce soit Villeneuve d'Ascq ou maintenant le stade Pierre-Mauroy. En tout cas, sur la forme du moment, on peut quand même dire que Monaco part avec un avantage. Monaco a repris sa marche en avant après sa victoire 3-0 contre Strasbourg en Boris. Oui, il y avait eu un gros accro à Nice où on avait pris 4-0. Une performance un peu en demi-teinte en Champions League, mais on va dire avec un résultat qui était à peu près correct. Donc c'était vraiment important de se relancer contre Strasbourg. Ça a été chose faite. Et maintenant, bah, on a besoin d'enchaîner, du coup, de confirmer ce qu'on a vu contre Strasbourg. Donc voilà, Lille en face, on va pas trop revenir dessus. Vous pourrez l'écouter dans l'interview de Christophe Kuchli. Ça va pas très très fort. Il y a eu une victoire en tout début de saison et depuis il y a plus de victoires. Il y a quelques nuls et surtout des défaites. Donc là, malgré la Croatie, la balance penche quand même clairement côté Monaco pour ce match. Ouais, c'est clair, on est dans une bonne forme. Enfin, si ce n'est cet accro, comme tu le dis, bon bah voilà, c'est presque un copier-coller de la saison dernière, un très bon début de saison, et on doit continuer là-dessus. On a aussi dans un coin de la tête l'idée que mardi, il y a aussi un match à préparer contre Porto en Ligue des Champions, et cela passe bien évidemment par une victoire ce vendredi contre Lille. On va donc maintenant aborder le groupe qui a été convoqué
par Jardim, un groupe de 20 joueurs, hein, vous commencez à être habitués. Donc les gardiens, Subasic est toujours blessé, donc on a bien Benaglio Diego qui devrait être titulaire, avec Seidoussi et Alvaro Fernandez, le jeune gardien de 19 ans qui a été recruté cet été. Qui fait sa première Ouais, apparition dans le groupe. dans le groupe pro, effectivement. Pour ce qui est de la défense, vient donc Glick Camille, Jemerson, Georges, André Aradji et Almami Touré, puisque Sidibé est suspendu. Et à noter que Kongolo est toujours pas dans le groupe malgré l'absence de Sidibé. Jardim a préféré prendre que 5 défenseurs Ouais. et Et, Kongolo et fait laisser vraiment pas partie Congolo en réserve ou pourquoi pas prendre un train direction Bruges. On ne sait pas trop voilà. encore. Voilà. Il y a des très bons tarifs sur le Thalys en ce moment. Donc. Pour ce qui est des milieux, on a donc Fabinho, Moutinho, Ronny Lopez, Yuri Tillmans et quelques petits retours. Alors Bochilia était déjà là contre Strasbourg, mais Thomas Lemar, c'est ça la grande info finalement de ce groupe, c'est le retour de Thomas Lemar après donc cette contracture contre Nice. Ouais, on savait pas forcément quand est-ce qu'il allait revenir. Le point médical du club cette semaine annonçait qu'il était en reprise partielle avec le groupe. Il est dans le groupe là pour le match, donc c'est plutôt un bon signe. On sait pas trop dans quel état il est. Donc on verra s'il joue ce match-là ou si c'est plus pour les prochains, mais c'est quand même mieux de le voir revenir au plus tôt. Et enfin, la saucisse ramenée par Campos directement de Lille, Adama Traoré, qu'on n'a plus revu depuis bien longtemps. Et C'est peut-être l'occasion de lui refourguer, hein, Ouais, ouais, c'est si on peut vrai. le laisser sur place. Ouais, qui À tient. noter qu'il n'y a pas Meïté pour le coup, Ouais, ancien non. Lillois d'ailleurs, qui est là de temps en temps pas dans le groupe, on comprend pas trop. Il est rentré contre Ouais, oui, Strasbourg. voilà, qui fait sa première apparition dans un match officiel. Et le match d'après sort du groupe, donc il y a pas eu d'infos d'un point de vue physique, donc bon. C'est vraiment une gestion à la Jardim là-dessus, sur ce cas. On peut se demander après, c'est vrai qu'au milieu, il n'y a que deux postes finalement, et ils sont peut-être un peu trop. Ouais. Pour ce qui est de l'attaque, Guido Cario est toujours là, accompagné d'Adama Diakabi. Bon, je commence pas par les plus beaux, hein, vous Ouais, m'excuserez, mais je on va termine. on va On monter va en monter touche. on va monter en régime. Rachid Ghezal, puis Stevan Jovetic, et enfin El Tigre Dieu, Radamel. Voilà, Deus. le meilleur joueur de Ligue 1 du mois de d'août, puisqu'il a été élu. Ouais, le meilleur joueur de Ligue 1 de la saison sans doute. On verra ça. Bah, c'est le moment Ou pour pas toi. de Baldé Keita. Ouais, Balde Keita, tu fais bien de dire out, qu'il était rentré également contre Strasbourg. Alors il avait fait Leipzig puis Strasbourg. Bon, bah, il a été laissé soit au repos, soit c'est une petite blessure, une petite gêne, et Jardim ne prend pas de risque. C'est le moment pour toi du coup, Boris, de te mouiller un petit peu. Tu te mouilles Ouais. la nuque avant et ensuite tu fais un grand plongeon et tu vas nous lancer ton 11 pour, euh, pour demain. Du coup, moi j'attends un 11, j'attends le 11 type en gros. Alors le 11 type avec les absents du moment. Donc du coup, bah Benaglio, il n'y a pas vraiment de doute dans les buts. Pour le poste d'arrière droit, on a posé la question sur Twitter. On a sollicité un petit peu les followers pour savoir, du coup, si Dibé n'étant pas là, est-ce qu'on mettrait plutôt Raji ou Almami Touré? Euh, les résultats ont donné une large majorité à Almami Touré, hein, avec 83% des voix. Ce qui est bon, ce qui est aussi, ce qui semble plutôt être dans la logique de Jardim, qui l'a fait jouer quelques fois à ce poste depuis le début de saison. C'est aussi ce que moi j'attends demain. Donc voilà, une défense sinon classique, Glick, Jemerson, George et du coup Touré à droite. Milieu, je pense que du coup Tillmans va retourner un petit peu sur le banc. Je vois le milieu type Fabinho, Moutinho. Sur les côtés, c'est là où j'ai un petit doute, c'est est-ce que Lemar, on n'a pas trop d'indications sur son niveau de forme. Je le vois bien titulaire du coup à gauche avec avantage Lopez à droite à la place de Ghezal vu que Lopez a été meilleur contre Strasbourg. Et si du coup si éventuellement Lemar est quand même pas apte, ça serait Ghezal à droite et Lopez à gauche. Et la même attaque que contre Strasbourg, je pense, Falcao Jovetic, je vois bien cette attaque enchaînée. Éventuellement pourquoi pas Diakabi, mais je verrais plus Jovetic. Mais vraiment éventuellement quoi. Alors écoute, Ouais. moi je te suis à fond sur la compo, j'ai pratiquement la même. En fait, il y a juste trois suspicions qu'on peut avoir. Donc tu as levé le doute sur le poste de latéral droit, je pense que ça va être Touré, je te rejoins. Ensuite sur Moutinho,
Fabinho, je pense qu'on va effectivement retrouver cette paire et que Youri Tielemans va retrouver le banc. La gestion du Calemar, est-ce que Jardim va le faire jouer 60 minutes pour qu'il retrouve un petit peu la forme avant Porto, ou est-ce qu'il va vraiment le préserver ou le faire entrer à la fin? Donc il y a des doutes sur les joueurs de côté finalement. Est-ce que Lopez ou Ghezal, comme tu l'as dit, Lopez a été un petit peu plus, ce pari s'est avéré un petit peu plus concluant que la titularisation de Ghezal. À voir, parce que enfin, Lopez occupait le poste de milieu gauche aussi, c'est différent. C'est pour ça, il y a vraiment des doutes sur les postes d'ailier, et enfin devant la doublette Falcao-Jovetic, je pense qu'on va être amené à la revoir effectivement. Ouais, puis après, il peut y avoir éventuellement du turnover vu qu'on est en zone Ligue des Champions. On Oui, est à 3-4 jours d'un match. Maintenant, je vais faire la même remarque que j'avais fait avant Nice. Je pense que le turnover le fera plutôt après. C'est a priori un match plus facile. C'est à la maison contre Montpellier. Donc s'il y a turnover, je le vois plus le faire le week-end prochain. Et je le vois bien mettre l'équipe type demain. mm. Mais écoutez, ce sera à suivre, hein, bien évidemment. On aura aussi l'occasion du coup d'y revenir dès le débrief qui ne sera pas en live. Vous pourrez le télécharger sur le podcast dans la soirée qui suit le match. Donc on se retrouve sur Radio Diagonale. N'hésitez pas, le site, Facebook, Twitter. Vous savez où nous trouver. YouTube, YouTube également. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. YouPorn. Non, Ah ça non, ça par pas contre, encore. non, pas encore. On YouPorn, verra. c'est un projet, hein, je dévoile Ouais, rien. il y a peut-être Romain qui est sur le coup. Ouais. Il est temps pour nous de vous laisser avec donc notre invité Christophe Kuchli qui va vous parler du LOSC et surtout de Bielsa, El Loco. Et puis voilà, on se donne rendez-vous demain. Christophe, merci donc d'être là, d'avoir répondu à notre appel. Pour te présenter un petit peu, parce que la France du foot te connaît, en tout cas commence à te connaître, toi et quelques-uns de tes compères, que sont Florent Tonuti, Raphaël Cosmidis et d'autres, parce que vous avez écrit un ouvrage assez qui a fait qui a eu une petite hype quand même, mine de rien. C'est le Comment regarder un match de foot. Donc, Absolument. ouais. Qu'on a sorti il y a 1 an et demi maintenant à 4, donc avec Julien Maumont, Gilles Jean, Raphaël Cosmidis et Raphaël, accompagné de Florent Tonuti, on fait le podcast Vue du banc qui est un peu le prolongement de cette réflexion-là sur l'aspect un peu tactique et jeu du football. En plus donc d'avoir cette activité de podcasteur et d'analyste, d'auteur, tu es également journaliste à La Voix du Nord, ce qui te permet d'autant plus de suivre de près le LOSC. Et justement, une victoire, il y en a eu une belle en ouverture du championnat pour le LOSC, mais derrière ça a dégringolé. Qu'est-ce qui s'est passé finalement, presque plus on va dire sur le terrain aussi? Est-ce que finalement la mayonnaise n'a pas pris parce que, comme tu évoquais, plusieurs nationalités différentes, de jeunes joueurs qui arrivent et ça n'a pas encore eu le temps? Ou est-ce que tactiquement il y a encore des choses qui ne sont pas au point du côté du LOSC? Bah déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est étrange, c'est finalement pas les résultats a posteriori, c'est plus cette première victoire, parce que c'est ce match-là qui sur les 6 de championnat est le plus différent des autres. Les 5 autres se ressemblent quand même pas mal, et tu as toujours les mêmes problèmes qui surviennent, à savoir une construction du jeu qui est pas dégueulasse, même s'il y a une prise de risque à la construction qui fait que dès que si tu perds la balle en défense ou sur la première relance, bah, tu peux vite t'exposer, et donc les adversaires auront toujours des occasions là-dessus, parce que t'es pas le Barça et que la relance des centraux ou du gardien, bah, il y aura toujours de temps en temps une erreur ou deux. Mais le vrai problème, c'est que dès que tu arrives dans les 30 derniers mètres adverses, c'est un festival de mauvais choix. Et le système de Bielsa est quand même majoritairement tourné sur les joueurs de côté, avec assez peu de joueurs sur les parties axiales. Et donc eux distribuent, mais ensuite c'est aux défenseurs latéraux de déborder et aux ailiers de faire la différence balle au pied. Et là, les deux ailiers qui sont Luis Araujo et El Ghazi sont vraiment très mauvais objectivement. C'est pas loin d'être sur le début de saison les deux plus faibles de Ligue 1. Il y en a El Ghazi qui passe pas un dribble, et Araujo qui joue tête baissée et qui lui non plus ne passe pas ses dribbles, mais qui, même quand il les passe, fait des mauvais choix parce qu'il regarde pas ce qui se passe autour et il choisit toujours la solution individuelle. Et en fait, c'est un peu des trous noirs, des coffres à ballon qui font que en fait, tu leur donnes, et alors qu'ils sont censés faire la différence, un dribble, un centre, et ce que feraient pas mal de joueurs de Ligue 1, bah eux, ils se perdent et ils perdent le ballon. Et au final, tu arrives très souvent dans les 30 derniers mètres adverses, mais ensuite, il se passe rien parce que tu personne pour faire les bons choix. Donc c'est ça qui explique qu'il y ait non seulement très peu de buts, mais très peu d'occasions.
parce que les ballons n'arrivent jamais dans la zone dangereuse. Tu as toujours un problème dans la dernière passe, dans l'avant-dernière passe ou dans le dernier dribble. Et on a l'impression le problème sur ces postes offensifs, notamment, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de solutions pour changer, pour essayer d'autres joueurs, malgré un recrutement assez important, en tout cas en quantité. Est-ce que c'est une impression qui vient du fait que Bielsa s'entête un peu avec ses joueurs et qui pense que c'est la bonne solution et qui veut les faire bosser, ou vraiment il n'a pas une si grande profondeur que ça et il va devoir faire avec ces mecs-là toute la saison? Bah, il n'a pas une grande profondeur de banc parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de recrutements, mais il y a eu aussi beaucoup de départs. Donc finalement, au niveau quantitatif, on est à peu près sur le même niveau, voire avec moins de joueurs, surtout avec Depréville qui est parti le dernier jour. Et là, si tu regardes la lecture de l'effectif, si tu prends les 3 postes offensifs, voire les 4 postes offensifs avec Benzia en 10, Arojo et Algazi sur les côtés et Pépé en pointe, bah, le remplaçant de Pépé en pointe, il n'y en a qu'un a priori, sauf si tu vas chercher chez les jeunes, c'est Ponce qui est prêté et qui a, je crois, marqué 2 ou 3 buts l'an dernier en Liga en ayant une vingtaine de matchs. Donc c'est très léger. Pépé en pointe, a priori, c'est pas son poste, c'est plus un joueur de côté, plus un ailier qui va percuter. Balouli, c'est l'un de ceux sur lesquels on attendait le plus de choses. Pour l'instant, il a vraiment fait quelques entrées en jeu sur quelques minutes, donc c'est difficile de juger. Benzia, qui est un autre jeune joueur sur lesquels il pourrait y avoir des attentes, pour l'instant, c'est moyen. Il y a une toute petite progression, mais c'est quand même très léger. Vraiment, le joueur sur lequel on pourrait dire qu'il y a un premier effet Bielsa, c'est Ibrahim Amadou, qui est celui qui est le capitaine déjà, et qui est celui qui bouge le plus d'un match à l'autre, puisque selon que la défense soit à 3 ou à 4, il va jouer soit en milieu défensif, soit en défense centrale, et qu'il est à chaque fois le meilleur. Je pense que de tête, sur les notes qu'on met nous dans le journal dans la Voix des Sports, je pense qu'il a 1,5 point d'avance sur tout le monde au niveau des notes moyennes. C'est dire qu'il est vraiment très très bon. Justement, est-ce que le projet LOSC, qui sur pas mal d'aspects, cet aspect de prendre des jeunes joueurs, de révéler des jeunes joueurs et éventuellement sans doute de les vendre à un prix bien supérieur à celui d'achat, qui ferait ressembler à un peu celui de Monaco. Il y a toujours il y a une composante Campos là-dedans qui est peut-être un dénominateur commun. Est-ce que Bielsa est l'entraîneur pour ce type de projet vraiment? Bah, a priori, oui, en tout cas, il a été pris pour ça. Le problème, c'est que si Bielsa et Campos en font tous les deux à leur tête, ça va profiter à personne et c'est quand même très risqué parce que si tu n'arrives pas rapidement à vendre et que effectivement le club a été acheté via des holdings, etc., et des gens qu'il faudra rembourser par le prix des transferts, bah, si tu n'arrives pas à vendre, tout le club se cassera la figure. Donc, est-ce que Bielsa est l'homme idoine? C'est un petit peu tôt pour juger, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a quand même derrière lui une réputation d'entraîneur pouvant faire progresser beaucoup de joueurs. Donc là-dessus, oui, a priori, ça serait mieux qu'un Frédéric Hans ou qu'un entraîneur, un Eli Boep, qui serait plus pour ramener des résultats de manière assez rapide. Et pour en revenir de manière un peu plus générale sur le côté mystique, le talent de Bielsa. Il y a quelque chose, alors je suis vraiment pas définitif là-dessus, mais il y a quelque chose qu'on a, je pense, pour moi un peu tendance à oublier chez les suiveurs du foot, c'est qu'un entraîneur c'est comme un joueur et qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fois le style de jeu général du foot évolue et certains entraîneurs ratent l'évolution et pendant quelques années, ben, leurs idées se retrouvent un petit peu obsolètes parce qu'ils n'ont pas su prendre le train en marche. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le marquage à tendance individuelle de Bielsa en 2017, est-ce que c'est encore faisable? Est-ce que son jeu de toujours systématiquement mettre un défenseur de plus que le nombre d'attaquants, quitte à changer tout le temps son dispositif et à majoritairement passer sur les côtés, est-ce que c'est quelque chose qui en 2017 est pertinent ou alors est-ce qu'il ne faudrait pas faire du pressing tout terrain, du marquage de zone? Voilà, il y a une vraie question. Est-ce que le foot de maintenant est le même que celui qu'il avait quand il brillait, soit avec Bilbao, soit avec Marseille, indépendamment de la qualité des joueurs qui était effectivement supérieure à l'époque, avec en plus moins de changements? C'est vrai que notamment sur l'évolution du jeu, c'est certain que Bielsa, voilà, il a ses principes, notamment celui du marquage individuel, qui est un des tout premiers principes, on va dire. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que par rapport à d'autres équipes qui joueraient, peut-être notamment une équipe comme Monaco, puisqu'on parle de ce match-là aussi, euh, une équipe un peu plus moderne, avec un jeu de transition plus rapide, avec un pressing très haut. C'est vrai que est-ce que cette équipe-là, aujourd'hui, elle peut briller dans le championnat de France de cette manière? Est-ce qu'elle peut
Est-ce que son jeu est finalement est assez raccord avec l'époque ou est-ce qu'elle peut être facilement entre guillemets facilement contrée maintenant? Bah, je vais élargir un petit peu, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Pour moi, il y a un match symbolique du football actuel, c'est Tottenham-Manchester City de l'an dernier, où en fait c'était que du pressing super haut face à des équipes qui voulaient construire. Et en fait, c'était pressing, transition, perte de balle, pressing. Et c'était un match qui n'avait rien à voir avec l'époque Guardiola où il y avait de la possession, une équipe qui attaquait, une équipe qui défendait. Et en fait, Bielsa, lui, il reste dans la même idée qu'il faut construire le jeu, qu'il veut pas sauter le milieu de terrain, qu'il veut pas spécialement profiter des erreurs de l'adversaire, parce que là, sur la dernière conférence de presse, il dit quand même, oui, je suis content, on s'est créé des occasions, mais surtout, c'est des occasions qu'on s'est créées nous-mêmes, sans profiter d'erreurs de l'adversaire ou sans profiter de la chance. Alors la chance, ok, mais sans profiter d'erreurs de l'adversaire. C'est peut-être moins noble pour lui, mais au final, le jeu de transition, récupérer la balle sur une mauvaise passe ou autre, c'est profiter d'erreurs de l'adversaire, mais c'est sans doute le meilleur moyen de marquer. En tout cas, Leipzig l'an dernier, Monaco très régulièrement et pas mal d'équipes montrent que presser et provoquer l'erreur et en profiter pour marquer, c'est quelque chose qui marche bien dans le foot actuel. Et Bielsa, finalement, je ne vais pas dire qu'il abandonne le jeu de transition, mais lui veut construire patiemment pour provoquer le déséquilibre et pour marquer. Et c'est compliqué quand tu n'as pas ces joueurs de déséquilibre. Et du coup, tu parlais une de ses seules adaptations peut-être à l'adversaire, c'est de mettre toujours un défenseur de plus. Là, à Monaco, on a l'habitude de jouer en 4-4-2, c'est assez immuable. Faut donc qu'on s'attende à une défense à 3 côté du LOSC. C'est ça, ça sera logiquement la même chose que contre Guingamp qui joue en 4-4-2 à plat. Donc un 3-3-3-1 ou 3-3-1-3 selon que tu places le numéro 10 derrière les 3 attaquants ou l'attaquant seul en pointe. Mais a priori, la défense à 3 ne bougera pas, ce sera toujours la même. Ce sera Junior Alonso, Edgarié et Ibrahim Amadou qui sera entre les deux et qui sera chargé de la première relance avec logiquement Bissouma en numéro 6 pour orienter le jeu un peu de façon, pour résumer de manière très générale, à la Busquets. Donc ça, la défense à 3, c'est sûr à 99%, quoi. Et si on enchaîne du coup sur la compo au niveau des autres joueurs, alors d'habitude tu nous disais qu'elle sort souvent en conférence l'après-midi. Là malheureusement on n'a pas pu enregistrer après avoir eu la compo, mais toi tu t'attendras à quoi du coup? Alors comme ça, je mettrais donc Maignan dans les buts en défense. Donc je l'ai dit, Yé, Amadou, Alonso. Sur les deux latéraux, donc assez avancés, Malcuit à droite, Ballo-Touré à gauche. Ballo-Touré à gauche, c'est l'un des seuls qui peut parfois tourner avec. À un moment, il mettait Thiago Maia, qui est milieu récupérateur, il le mettait à gauche, mais la fois dernière, il a pris le bouillon contre Malcolm et il a été rapidement expulsé. Donc voilà, c'est pas son poste logiquement, c'est plutôt Ballo-Touré. En milieu, numéro 6, Bissouma. Numéro 10, Benzia, avec sur les côtés El Ghazi, Araujo, ça c'est immuable. Et en pointe, Pépé. Après, l'interrogation que j'ai, donc là, vous aurez la réponse en écoutant, une fois que tout sera monté, qu'on aura eu l'annonce logiquement, c'est peut-être qu'il y aura Ponce seul en pointe, parce que Pépé a été catastrophique sur le dernier match contre Guingamp. Et si Monaco veut mettre en difficulté cette équipe de Lille, comment elle devrait s'y prendre selon toi? Quels sont les points sur lesquels elle devrait un peu appuyer? Au vu des derniers matchs et surtout du dernier contre Guingamp, je pense que c'est bloquer la première relation entre Amadou et Bissouma, qui sont donc le stopper de la défense à 3 et le numéro 6 qui est juste devant. Et là, il y a plusieurs fois contre Guingamp où Bissouma, par un dribble de dégagement, par un petit crochet, avait réussi à lancer toute l'attaque, à se mettre dans le sens de la marche. Sauf que s'il ratait son dribble, tu te retrouvais avec un joueur lancé face à la défense. Et il y a plusieurs fois où sur des prises de risque comme ça, sur des premières relances un petit peu trop ambitieuses, Guingamp s'était retrouvé en bonne position. Donc je pense que vraiment le pressing, parce que Lille va vouloir absolument jouer alors que tous les joueurs ne sont pas 100% sûrs techniquement, c'est vraiment ce qui peut te permettre sur des phases de transition rapide offensive de faire des différences. La réflexion que ça nous donne avec tout le tableau que tu as dressé, c'est que alors soit Lille arrive à vraiment élever son niveau et à corriger quelques trucs sur ce match, mais sinon ça donne envie d'être un peu optimiste en tant que supporter de l'ASM en se disant ça va être la première fois que Lille joue une équipe de ce niveau cette année. Monaco c'est quand même assez carré, c'est assez sérieux. Jardim lui il est assez fort pour exploiter justement pour provoquer et exploiter les erreurs de l'adversaire.
Donc voilà, je veux pas faire d'optimisme exagéré, mais on a presque envie de se dire que si Lille joue à son niveau habituel, ils peuvent presque prendre une pilule face à une équipe. Ouais, la question c'est boucherie ou pas boucherie, quoi. Ouais. Pour moi, le seul point qui peut être défavorable à Monaco, mais encore ça dépend, tout dépend comment va se passer le match, c'est au niveau des latéraux, puisque quasiment les seules différences côté lillois peuvent théoriquement se faire des ailiers. Faut pas que Sidibé ou Georges se ratent dans leur placement et jouent trop haut, parce que là pour le coup Luis Araujo va très très vite, même s'il n'arrive pas à dribbler en ce moment. Si tu laisses des espaces dans ton dos, il va prendre la balle et tu le reverras jamais. Après, est-ce qu'il conclura ou pas, c'est autre chose, mais il faut vraiment, je pense, que les ailiers monégasques soient très disciplinés pour pas laisser d'espace. Merci beaucoup Christophe. Ouais, merci beaucoup. Pas de souci. Merci à vous pour l'invitation. C'était vraiment passionnant. Bon match. Et ouais, donc je serai dans les tribunes pour suivre tout ça. Je penserai à vous s'il y a un exploit lillois, parce que là pour le coup ça serait vraiment un exploit, chose qu'on n'aurait peut-être pas pensé il y a 5-6 semaines où Lille apparaissait meilleur qu'il n'est actuellement. Et bisous.